Ils étaient 35. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Très bien, merci Denis Brognard, mais on va plutôt... Troquant leur armure par les mots, ils ont éliminé froidement leur adversaire pour se hisser au sommet. Tel le garçon dans la vallée, porteur de témoins, il illumine de sa flamme les visages d'un jury médusé. Bon, là, c'est vraiment la goutte de trop. Mais entendez-vous ce cri? Mais ferme-la! Les mots résonnent, se heurtent les uns aux autres, font vibrer les murs de ce théâtre, telle une tragédie musicale. Si l'on vous condamne pour vos différences, vous êtes sur le bon chemin. Un pas de côté, une pensée dissonante, une réflexion naissante, bref, vous commencerez à exister. Oui. Allô, docteur? Oui. Mon ami délire complètement. Non, enfin, c'est pas possible. La seule mouche qui l'aurait piqué ne se serait jamais relevée. Je devrais le guider, nourrir mon syndrome de l'infirmier. Vous pouvez totalement compter sur moi. Allez, Hippolyte, concentre-toi, le public nous regarde, nous devons faire bonne figure. Ce soir, vous aurez le privilège d'écouter 8 orateurs et oratrices. Merci d'applaudir Amine, Louane, Alicia, Lisa, Saint-Leb, Lou, Joris, Yacine, Lisa, au petit. Ils étaient 35 le premier soir à s'affronter dans des duels de titans, de plaidoirie. 24 heures après, ils n'étaient plus que 17. Ce soir, sur un sujet de leur choix, ils tâcheront de vous séduire et seront départagés par nos 6 jurés. Force de leur expertise, ils récompenseront le plus convaincant. Ou la plus convaincante. D'entre vous. Pour commencer, député de la 6e circonscription des Yvelines, membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et ingénieur en aéronautique, votre CV ne saurait être résumé en quelques lignes. Veuillez accueillir Madame Natalia Pouzirev. Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, j'ai le plaisir donc d'être votre premier intervenant. Je voulais remercier donc les tribuns, c'est ça, et ouvrir cette soirée grandiose comme il se doit. Alors, je serai rapide. L'éloquence n'est pas un don. Cela nécessite bien sûr un travail. C'est un art qui se peaufine avec le temps. C'est l'art de plaire, d'émouvoir et aussi de convaincre. C'est l'art non seulement d'exprimer, de s'exprimer, mais d'être entendu. C'est engager son auditoire par sa parole et sa gestuelle. Mais nul besoin d'excès d'emphase ou de formules coup de poing, les fameuses punchlines. Prenons exemple, et je vous engage à le regarder, sur le sénateur Claude Malhuret. Je ne sais pas si vous l'avez écouté dans ses discours au Sénat. Il adopte un ton assez neutre, voire morne. Il ne fait pas de grands gestes et pourtant, tout le monde reste ébahi par ses discours. Car la logique du discours doit être prégnante, la rigueur de la démonstration implacable. Et ça, c'est Diderot qui nous le disait. L'éloquence n'est que l'art d'embellir la logique. Il faut y faire transparaître de la sincérité, de l'honnêteté. Alors, soyez honnêtes, sincères et engagés à défendre vos convictions. Je vous remercie et je vous laisse la place. La deuxième membre du jury, c'est Madame la procureure de la République, passée par l'administration centrale, un cabinet ministériel, et aujourd'hui procureure près le tribunal judiciaire de Versailles, Madame Marie-Yvonne Caillebotte. Elle saura utiliser son jugement à bon escient. Merci de l'accueillir.
éminent étudiant de notre IEP, finaliste de l'édition 2023 de Mirabeau, président de la FASPO, grand gagnant de l'édition 2023 du concours Grandiose et futur grand magistrat, force est de constater que M. Romain Ziri saura récompenser celui ou celle qui le mérite. Chargé de mission au bureau bioéthique au ministère des Solidarités et de la Santé, mais aussi chargé de conférences en philosophie politique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, veuillez accueillir, comme il se doit, Madame Claire Renaud. Et que serait ce jury sans son président, Monsieur Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, avocat au barreau de New York? Vous nous avez soutenus et accompagnés durant tout ce projet et nous en sommes très reconnaissants. Merci de l'applaudir chaleureusement. Alors ce soir, ils ne sont que 8. Ils sont 8 face à vous. Leurs discours sont finis, toutes et tous là devant moi, ils sont prêts. Mais si vous êtes là ce soir, que vous soyez là en tant que spectateur ou en tant qu'orateur, continuez à créer. Créez, criez, parlez, écrivez, peignez, faites ce qu'il vous plaît, mais surtout, faites-le. Défendez les causes qui vous sont chères, celles qui vous touchent au plus profond de votre chair. Mes chers jurés, chers publics, chers orateurs et oratrices, ce soir, surtout, prenez du plaisir. Et pour commencer cette belle soirée, nous vous invitons Monsieur le maire à nous rejoindre sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans cette salle Jacques Tati, qui est un des vieux cinémas de la ville. Le paradoxe de Jacques Tati, c'est que c'était l'un des artistes du cinéma français de cette nouvelle vague d'après la guerre, dans une forme de cinéma presque muet. Alors aujourd'hui, on va célébrer ensemble une forme d'oralité, c'est-à-dire l'éloquence. On peut même d'ailleurs se poser la question de savoir à quoi ça sert l'éloquence aujourd'hui, alors même que l'on est tous réfugiés derrière nos téléphones, derrière nos portables, derrière nos écrans, et que nous nous parlons de moins en moins. Et bien justement, peut-être qu'à travers cet exercice grandeur nature et le fait d'entendre les 8 candidats que nous allons écouter, que nous allons expertiser, que nous allons auditionner avec soin, les 8 membres ou les 6 membres du jury que nous sommes, peut-être que justement ça nous donnera envie de retrouver ce goût de la parole, ce goût à l'expression orale, ce goût du débat, ce goût de l'argumentation. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Merci aux tribuns, en tout cas, de faire perdurer cette tradition qui est assez récente et nouvelle dans notre ville, mais qui se décline également dans nos lycées et dans nos collèges. Donc je suis très ravi qu'il y ait également des concours d'éloquence dans les collèges et dans les lycées de la ville. Alors, sans plus attendre, place à nos 8 candidats finalistes et déjà remercier toutes celles et tous ceux, je crois les 35 qui ont participé depuis le début de cette saison à cette aventure collective. Il n'y a que du positif évidemment à retirer de ce qu'ils ont pu en faire. Il faut faire preuve d'humilité quand on s'exprime devant les autres. Donc bon courage à nos 8 finalistes. Sur le premier sujet, Amine Belkaïd, le garçon et la vallée. Au premier souffle, rien. Rien,
si ce n'est qu'une chaleur enveloppante des pleurs, un sein, une brise légère, les yeux tendres d'une mère et la pupille rassurante d'un père, couplés au regard interrogateur d'une sœur, pour le garçon, tout n'était question que d'affection. Parce que le garçon, sans être le 9e orateur esselé de cette soirée, s'il ne vous sera sûrement pas familier, il ne vous sera en revanche pas étranger. Parce que, comme moi, et sûrement vous aussi, face au torrent de pensées qui le saisit, face au monde se perdant dans la folie, il rêve d'accalmie. Quoi de mieux alors que de voyager vers l'endroit que le garçon n'avait ni choisi, ni contrôlé dès son arrivée, une plaine dénuée d'êtres comme lui, mais pourtant remplie de vie et de temps, une vallée où il ne fait jamais nuit trop longtemps. Pour lui, c'est une vallée, là où il se retrouve pour récupérer. Pensez à un monastère pour des moines et ce que l'on y prône, le roi Arthur réconforté par son trône, Istanbul puis Beyrouth pour Carlos Ghosn, bien que, contrairement à ce dernier, le garçon préfère la randonnée au jet privé. Les souffles suivants, entre rivières et collines d'un autre temps, le garçon crée. Dès les premiers pas se tracent les sentiers, des branches de la parole et des cours d'école apparaissent les premières fruticées, au premier cours d'eau se joint le gazouillis des oiseaux, dépourvu des lugubres velléités de Gio d'Hidalgo, et tout ceci dans un endroit où il n'y a ni laid ni beau. La vallée n'est que le seul reflet de ses pensées, une insouciance que l'on ne peut qu'envier. Arrivé la dizaine de souffles, le garçon comprend. Il entend que cette insouciance, en voyant les saules pleurer et la rivière s'affaisser, il doit s'en débarrasser. À côté de la flore majestueuse viennent les premiers nuisibles. Insensibles, moqueurs ou trompeurs, sous le même ciel étoilé, mais qui le perçoivent venant d'ailleurs, ils lui reprochent le bruit et l'odeur. Des nuisibles qui lui collent à la peau, qui reviennent à la chasse, qui lui font douter de sa place, malgré chaque coup porté, et qui reviennent, et ce avec une vive audace. Non, ce n'est pas Manuel Valls, mais bien ceux qui l'incitent à se fondre dans la masse. Le garçon, se découvrant une empathie héritée de ses expériences passées, se tourne alors vers la lumière de la cause, plutôt que les ténèbres de la facilité. Parce qu'Hugo a su aimer l'ortie comme l'araignée, lui se portera garant de la vermine et des invertébrés, aussi vrai que sa sensibilité vaut ses humeurs bordant la Méditerranée. Et parce qu'arriver au 18e souffle ne doit pas lui faire omettre ce qui fait sa fierté, la plaine l'aide à orienter ses pensées pour ne pas s'égarer. Après tout, les coups de mousse, ça le connaît, il connaît le PSG, et parce qu'à chaque souffle, il apprend de son âge, il apprend de son entourage, découvre sa sexualité, joue au mal alpha comme son monsieur Chrétien préféré, refoule sa crainte des soirées, sous peine que du disco vienne enflammer l'air de sa vallée, arrive dans un IEP. Le garçon ne laisse pas la tendance guider son jeu, même s'il agit parfois comme tout le monde, fait semblant de pleurer Elisabeth II, ne bouge pas assez son nez pendant une soirée du BDE, malgré les goûts du DJ qui, on va le dire, sont miteux. Mais souvent, comme la vallée le lui a enseigné, depuis qu'il a ouvert les yeux, il se rappelle de son infime condition en s'abandonnant à la teinte des cieux. Et sans qu'il ne renie sa nature d'homme à vouloir jouer au dur, le garçon comprend, à la vue des roseaux sous les forêts de lierre, que ce sont celles comme sa sœur et sa mère qui portent le monde et sa misère. Mais parce que ni l'insouciance ni la différence ne lui seront jamais propres, c'est au 19e souffle que la nuit prend les devants. En arrivant de la vallée, le garçon le savait. Il ne pourra jamais la contrôler. Elle n'est que le simple reflet de ses pensées. Mais depuis un temps qui échappe désormais à son cerveau, penser, c'est devenu son fléau. Sans arriver à mettre de mots sur ce fardeau, les ténèbres se sont installées. Rien ne lui indique pourquoi la vallée se terre dans l'obscurité. Ce qui frappe le garçon, c'est voir la faune s'éloigner face à ce danger incontrôlé. À ceux qu'il pensait voir rester à ses côtés, et à ceux qui prétendaient l'avoir compris, nombreux sont celles et ceux qui s'en vont, noircissant lacs et prairies. Comme d'autres, peut-être est-ce depuis qu'on l'a confiné, qu'on lui a intimé de contenir sa sensibilité, qu'on l'a harcelé, qu'on lui demande d'être connecté constamment, qu'il voit des innocents trépasser par le biais d'un écran et que ses proches ont pris des sentiers différents.
Au devant de ceci, entre médicaments et thérapie, diagnostic et pronostic de vie, il compte lutter, mais paraît boire le calice jusqu'à la lie. La faune lui est maintenant insupportable. Au 20e souffle, à chaque sentier surgit un regard noir, un visage différent qui l'accuse de l'avoir délaissé. Des phrases comme des images qu'il ne fait que mal interpréter, sa sensibilité se convertissant en une lave, le brûlant à chaque phrase prononcée. Des amours et des amitiés d'une toxicité létale, une vie de comparaison et d'accusation broyant sa santé mentale, un mal-être qui lui fait parfois envier le dormeur du Val. Mais s'alignant sur sa respiration, le garçon fait ce qu'il sait faire de mieux, être profond. Parce que la vallée n'est que le résultat de ses aînés ayant eu le courage de quitter la Méditerranée, parce que sa force de vivre vaut bien celle d'une armée d'invertébrés, il compte tout accepter. Accepter la nuance, que la vallée virera au gris, lorsque de blanc ou de noir elle ne semble être que régie. Accepter de s'enfermer parfois dans la brume des marécages, omettant la beauté du dehors et de ses paysages. Accepter d'oublier parfois l'essentiel, car l'essentiel, pour le garçon, c'est se remémorer qu'il n'est pas isolé. C'est se remémorer que la flore, témoin des humeurs vagabondes de la vallée, continue de fleurir sur les sentiers que ses proches et lui ont tracés. C'est ne pas omettre tous ceux qui, à leur façon, de ses camarades de volée à son daron, ont entretenu le fruit timide des jeunes pousses, dévoilant leurs lumineux bourgeons. C'est se remémorer qu'il peut enchaîner défaites et victoires, mais qu'une en particulier, sous fond de chant breton et de tendresse bien placée, lui rappelle qu'il est toujours bon de s'abandonner à la légèreté. Et parce que les saisons sont aussi éphémères que l'image que l'on se fait de ce monde et de sa misère, le garçon ne se laisse point avoir par l'hiver et sait qu'il a de quoi être fier. Et comme la vallée n'est que le seul reflet de ses pensées, malgré le fait que son cri a désormais dépassé les collines qu'elles avaient tracées, il continuera, une fois le crépuscule achevé, d'explorer les sentiers qu'il a tracés. Mais au fond de lui-même, le garçon le sait, pour ceux capables de percevoir sa sensibilité, qu'une fois le jour tombé dans la vallée, vous l'y accompagnerez. Sur le second sujet, Louane Lopez, est-ce la goutte d'eau qui fait déborder le vase ? Avant qu'elle débute sa plaidoirie, je tiens à préciser que son discours mentionne assez frontalement des sujets comme le viol ou les violences conjugales. Si vous êtes des personnes sensibles, je vous invite à sortir de la salle. Merci. Regarde-moi quand je te parle, putain! La tête en arrière, non pas par choix, mais parce qu'avec ses doigts dans mes cheveux, il m'obligeait à le faire. Contre moi, il se fâchait. Mais si je lève les yeux, ce n'est pas lui que j'aperçois, mais ce vase blanc en porcelaine au motif hideux que j'ai pris pour ne pas lui faire de peine. Après, il m'importait peu, puisque chaque jour de fleurs, il le remplissait. Quel amour! Les espèces variées, mais une fois par semaine, il était plein de muguets, mes préférés. Ne me demandez pas comment il se débrouillait, il ne faisait pas ça qu'en mai, à croire que c'était lui qui les cueillait. Ce n'était donc jamais la saison, mais vous savez ce que l'on dit sur les intentions. N'étais-je pas chanceuse? Bien sûr, alors j'étais si heureuse. Il y ajoutait un peu d'eau, jamais trop, il craignait de déborder. Et voilà, le tour était joué, j'étais satisfaite et lui libérée. J'imagine que de cette image, vous projetez un couple parfait, Manu et Brigitte Macron, Monique et Michel Fourniret. Eh bien, moi aussi je le pensais. Ça s'était si bien engagé, ça avait si bien débuté. Vous saviez ce qu'il me répétait? Ça sera passionnel, ça sera tout, ça sera toi et moi, toi plus tous ceux qui ne le veulent, envers et contre tous, parce que
Toi, moins moi, ce ne serait que des mois. Ça serait juste toi, et tu n'es rien sans moi. Qu'avais-je fait pour le mériter? Mais comme tous, nous avions nos défauts. De reproches, parfois, nous nous assaillions. Quand c'était la goutte de trop, nous nous disputions. Et puis quand quelquefois je mentionnais ces écarts de fidélité, c'était la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. De ces gonds, il sortait et souvent, une gifle partait. Mais c'était nous, imparfaitement entichés. Il m'aimait tellement, tellement qu'en plein milieu de la nuit, il me surprenait, me réveillant par ses bruits, n'étant plus dans ses bras, mais la tête enfoncée dans les draps, je constatais qu'il gémissait en essayant de m'enfanter. Je sais ce que vous me direz. C'était trop beau pour être vrai, quel plus beau cadeau que de m'offrir la maternité. Je vous accorderai que certaines fois c'est un peu loin qu'il est allé. Je dirais que du degré de son adoration, ses actions étaient le reflet. Arrêtez, je n'étais ni forcée ni violentée, il voulait simplement me savourer, lui-même me l'a dit. Je suis désolée, je ne voulais pas te faire saigner. Quand mes refus il ignorait, je pensais à ces mots sur lesquels si souvent il insistait. Mais laisse-toi faire, putain, j'ai compris que t'étais fatiguée, mais moi j'ai mes besoins. J'allais donc devoir gérer ces lacunes en français qui font qu'il bafoue mes noms, peut-être faire le projet Voltaire pour qu'il cesse d'être en colère. De cette manière, il n'y aura plus de gouttes de trop, plus de risque de débordement, de marée ou de déferlement. Évidemment, certaines de ses actions me chiffonnaient. Je n'étais pas amoureuse au point d'en être aveuglée. Il était parfois très soudain, surtout quand le vase était plein. C'est donc avec un sac à la main qu'il prenait le train, partait plus ou moins loin, en me convainquant qu'il allait voir ses copains. Il est vrai que je pleurais pour rien. Après tout, c'était pour mon bien, il me le répétait. Si je reste, ma bien-aimée, je vais déborder, je le crains. Alors, auprès de mon vase et de mes fleurs, je retournai. Seulement, elles avaient fané. Pour leur entretien, j'avais tout donné. Encore tout à l'heure, je les arrosais. Jamais je ne l'avais négligé, mon pauvre bouquet. Pire que de la déception, c'était carrément de l'abandon. Elles avaient séché, me laissant dans cette anxiété qui peu à peu me submergeait. Vous saviez ce qu'il allait faire lorsqu'il l'aurait découvert? Moi non plus, et je ne souhaitais vraiment pas l'imaginer. J'avais ce mauvais pressentiment, le même que lorsque de coups il allait me rouer, celui d'être condamné. Ce jour-ci, j'ai tant espéré, je crois même avoir prié et demandé au ciel, s'il vous plaît, faites qu'il entende que je suis désolée. Peut-être cette fois, il saura se calmer et me pardonner. Aujourd'hui, j'ouvre les yeux. Il est là, agenouillé près de moi, toujours à la même heure, toujours avec de nouvelles fleurs. Maintenant, il respire. Si fort que l'on penserait que c'est pour nous deux qu'il fait l'effort et se lance dans son monologue quotidien. Pardonne-moi, ma Rose, excuse-moi, je n'aurais pas dû m'en prendre à toi, mais tu comprends, c'est la goutte d'eau qui m'a fait déborder. Regarde ce que je t'ai ramené, ce vase blanc que tu trouvais si joli, qui était ton favori. Oui, il est quelque peu abîmé, pour cela tu es la seule à blâmer. Enfin, dans ta chute, tu l'as fait tomber. Et même si je ne peux pas le réparer, chaque jour pour toi, je le remplirai de bouquets. Je te donnerai tout pour te voir une dernière fois l'illumer. Désormais, mes coquelicots, mes roses ou mon muguet ne sont plus autorisés à flétrir. En plus, il est tellement attentionné, je n'arrête plus de sourire. Or, depuis cet accident, entre nous, une barrière s'est érigée. Non, je ne pleure plus. Mais de ma tombe, c'est de la douceur de son toucher dont je suis privée. Sur le sujet « Entendez-vous ce cri ?» Alicia Bosch.
Ça y est, on y est. Vas-y, dis un truc, je sais pas ce que tu veux, n'importe quoi, mais là, il te fixe. Oh là là, et lui qui s'endort sur son siège. Oh, ça va pas être facile, hein. Mais non, il baille, lui. Oh, mais c'est comme s'ils avaient pas compris que ça avait commencé. Oh non, sapristi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que j'ai des choses à dire et assez peu de temps. Ça m'arrangerait que vous puissiez m'entendre. Personne ne me répond. Ils sont là pourtant, leurs grands yeux béats. Mais je suis sûre que si je parlais plus fort, ils n'entendraient pas. Alors que les micros m'en soient témoins. Ce n'est pas moi qui crie, c'est ceux qui m'habitent. Cet appel à l'aide désespéré, dont les mots servent de bouée, mais nous font couler lorsqu'ils viennent à nous manquer, soumis à nos émotions, à notre colère. Et quand cette colère remplace le sang dans mes artères, elle chauffe, elle m'ébouillante la peau par l'intérieur et je ne pourrai pour calmer cette fureur que la laisser sortir. Alors comme Christophe, j'ai crié, mais ça n'a jamais fait revenir personne, et pourtant j'avais crié. J'en viens à douter de son utilité quand même Aline n'a pas entendu la peine de Christophe. Quand on n'a pas envie d'écouter, rien ne nous y oblige après tout. On peut fermer les yeux et les écoutilles, tracer sa route et faire comme si rien ne s'était passé. Parce que même un cri qui fissure le mur du son n'est qu'une brèche qu'on peut facilement colmater avec un peu de déni et de bons sentiments. Mais c'en est assez de ce désaveu. Il est temps de s'avouer que des complaintes dans les rues se font entendre, que des cris s'élèvent partout dans le monde, même si toutes ces voix qui se confondent se noient dans une société qui est déjà bien trop bruyante. Face à leur inaction, face à ma propre désillusion, je vois bien que crier n'a fait que les faire reculer. Mais moi, je suis en haut du phare. Je la vois, la vague qui va déferler. Je voudrais les prévenir, je voudrais pouvoir leur dire, mais personne n'y prête attention. Et je porte avec moi le désespoir de toute une génération. Celle qu'on réduit au silence quand les temps sont gris. Celle qui, le chaos, l'avait prédit et n'a récolté que les affres de la guerre et un changement qui m'attriste. Cette génération perdue qui tente, pour se faire entendre, de tirer profit de tout ce dont elle dispose. Des slogans faits de rimes, des canettes de soupe, des pseudonymes et même des discours d'éloquence. Il incombe à celle qui porte ce fardeau devant vous de passer outre la difficulté de parler à un public sourd. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça, vous savez. Parce que je n'ai pas toujours réussi à dire ce que j'avais à dire. Que bien des fois, les mots m'ont manqué ou n'ont pas témoigné de l'impact qu'ils auraient dû laisser. Bien souvent, j'ai eu envie de crier, pensant qu'on m'entendrait plus et que peut-être on me comprendrait. Ce cri qui traduit mon besoin un peu trop prenant de m'intégrer en société et de ne pas garder que la compagnie de mes propres pensées. Ce n'est pas dans le cri, dans le bruit que je recherche, mais une éclaircie parmi les nuages qui ont longtemps rempli ma tête. Mais j'aimerais qu'ils l'entendent. J'aimerais que dans mes yeux transparaisse quelquefois que non, ce n'est pas de la froideur ou du désintérêt dont ils sont le reflet, et qu'il n'arrive que des larmes y baignent, à défaut de paroles qui, trop loin de ma bouche, s'astreignent. Mon silence ne fait que transmettre un message qui reste confiné entre l'espace de mes lèvres. Pour attirer leur attention, j'ai fait tant de bruit, mais peut-être aurais-je dû me taire. Peut-être que parfois le silence est préférable au fracas. Il nous met mal à l'aise. Probablement parce qu'il en dit long, justement. Nous aurions besoin d'un peu plus de silence pour faire passer nos idées. Le fait d'utiliser le silence comme vecteur d'éloquence est un vrai paradoxe, je vous l'accorde. Mais prenons ensemble le temps de nous arrêter dans l'hôtel de nos soucis et de les observer sans un bruit. Dans la chambre 34, vous trouverez une amie à qui vous aviez claqué la porte la veille après une salve de cris qu'à présent vous savez inutile. Elle tente de reprendre les hostilités là où vous vous étiez arrêté, mais vous la fixez en silence et vous la prenez dans vos bras. Sur le lit de la chambre 12 sont assis vos parents. Tous ces cris échangés depuis que l'heure de la puberté a sonné retentissent à chaque fois que vous rentrez à la maison. Mais vous savez à présent qu'il faut savoir aller au-delà du cri
pour savoir ce qui s'est vraiment dit. Alors après un long silence, dans un souffle presque inaudible, vous lui dites « Papa, maman, je vous aime ». J'aurais voulu que ces mots se rencontrent pour la première fois sur les pages de mon discours, pour qu'ils ne soient pas la réplique de cris déjà émis, déjà si vite tombés dans l'oubli. Peut-être que ce soir, le cri de mon âme aurait pu vous toucher, si vous aviez simplement pris la peine d'écouter. Sur le sujet Ferme-la, Lisa Saint-Leb. Vous l'entendez? Vous aussi? Dites-moi que ce n'est pas que moi, que chez vous aussi elle résonne, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle insiste. Vous l'entendez? Incapable de se taire, obstiné par votre avis en boucle, il te regarde, il te voit, il te remarque, il rit de toi. Elle ne s'arrête pas, cette voix. Ma voix. Elle parle, déblatère, exagère, jamais elle n'enjolive, n'adoucit, jamais elle ne vous apprécie. Elle vous hait, ma voix. Et elle ne me parle que de vous. On dirait qu'elle sait tout ce que vous cachez, tout ce que vous pensez pour de vrai. Elle sait que vous mentez sans arrêt, que pour vous dire la vérité, c'est plus dur que de retenir votre souffle, que vous préférez vous étouffer que de faire preuve d'honnêteté. Vous ne manquez vraiment pas d'air. Oui, c'est ça, vous mentez exactement comme et autant que vous respirez. Et elle n'arrête pas de m'en parler. Je serais prête à tout pour qu'elle se taise, un tant soit peu, juste un brin de silence. Mais elle ne s'arrêtera pas si vous continuez d'utiliser des phrases en l'air camouflant je ne sais quelle sorte de vérité. Alors aussi paradoxal que vous puissiez le trouver, j'ai donc choisi d'utiliser cette capsule, que dis-je, cette gloire de 6 minutes, pour vous demander de vous taire, une fois. Une seule petite fois, s'il vous plaît. J'utilise mes mots pour que vous ne vous serviez plus des vôtres. Je parle pour que vous vous mettiez enfin un peu en pause. Parce que vous, la portée de vos mots, vous vous en moquez. Je le sais parce que je ne suis pas vraiment meilleure que vous. Non, à vrai dire, nous sommes tous à peu de choses près pourris jusqu'à la racine. Non, sauf vous, cher juré, vous êtes parfait, admirable. Non, vraiment, changez rien, c'est super. Mais passons. Je disais donc que nous sommes à peu près, tous, d'horribles menteurs, qui par lâcheté, crainte ou autre spécificité utilisent quelques mots, un rien de verbe et une pincée d'adjectifs pour faire bonne figure, pour ne pas peiner, ou pour toute autre sublime raison que nous apprenons à mobiliser pour justifier nos mensonges. Il n'y a qu'à voir l'événement auquel vous venez assister ce soir. 8 gamins, crédibles pour la simple et unique raison qu'ils furent capables d'inventer, de prétexter, de camoufler, de déblatérer plein de creuses, mais belles choses, pendant 10 minutes cumulées la semaine passée. Enfin, vous le conviendrez de bon cœur, si nos mots ne servent plus à rien, à part peut-être à vous faire passer une belle soirée, s'ils n'ont vraiment plus aucune valeur, on ferait peut-être tous mieux de la fermer. Un silence vaudra toujours plus que les mots l'on utilise pour cacher ce que l'on veut dire. Assume ou tais-toi. Rien ne m'insupporte plus que l'emploi de mots pour en cacher d'autres. Et pourtant, je suis la première coupable. Je dis que je t'aime parce que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, parce qu'il n'est pas aisé d'assumer que je n'aime que le fait que toi, tu m'aimes. Je dis non, mais au fond, je meurs d'envie de dire oui, c'est bien connu. Ouais, non, pardon, ça marche pas à tous les coups, mais vous avez compris l'idée principale. Et je ne sais pas si c'est par convention sociale, peur de ne pas être accepté par l'altérité, ou refus d'être fidèlement soi-même, mais le fait est que nous jonglons constamment avec nos mots et délions très peu nos langues. Ainsi, que tu le veuilles ou non, tu ne seras jamais authentiquement toi. Et dans ce cadre-là, tu n'intéresses pas. Tu t'enfermes là. Tu t'enfermes dans un personnage qui n'est pas toi. Tu ne sais pas qui tu es, on dirait un ado perdu qui a commencé à se rebeller. Et de la même manière que la totalité de tes compères, tu mens pour être accepté. Je te regarde droit dans les yeux et je ne te comprends pas. Miroir, tu sais, c'est fatigant de ne pas te supporter. Tu m'enfermes, miroir. Et ferme-la, la porte de toutes les possibilités. Si tu ne m'aimes pas, miroir, je n'arriverai pas à les atteindre, ces rêves et objectifs. Alors à quoi bon? Parce que tu ne m'aimes pas, miroir, ça c'est une certitude. Tu fais simplement semblant de le faire pour les autres, pour leur regard, pour ne pas qu'ils voient que tu es faible,
C'est ça qu'elle répète, ma voix. Elle est et eux parce qu'elle te hait, toi, miroir. Tu es la vraie cause de tout ça. Mais ils ne peuvent pas le savoir, ça. Non, ça doit rester entre toi et moi. Sinon, ils en sauraient trop, ils pourraient me nuire, m'atteindre. Et puis, c'est tellement simple de prétendre. Tellement plus facile que de le dire, de l'accepter. Non, je n'ouvrirai pas la bouche. Je bouclerai mes mots à double tour et je cacherai la clé. Personne ne doit savoir. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est qu'il est souvent préférable de la fermer. Perdez votre langue, confiez-la au chat, faites-en ce que vous voulez, peu m'importe. Mais n'oubliez pas que vous l'utilisez trop souvent pour vous adresser à des sourds ou simplement à des cons. Toi, t'étais plus de la deuxième catégorie, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, t'as passé tout ton temps à mentir. Tu es faux, faux cul, bourré de faux semblants. Tu guettes mes faux pas, la moindre de mes fautes. Tu ne m'aimes pas, mais tu ne la fermes pas complètement, la porte de ton cœur. Je sais que t'as laissé un double dans le pot de fleurs. C'est toujours la même histoire. Tu es incapable de le dire réellement, alors tu fais semblant. Encore. Et ne croyez pas que vous êtes différents, vous autres, de celui à qui je m'adresse ici. Vous êtes tous pareils. Vous aussi, vous ne direz plus jamais aussi sincèrement « je t'aime » que la première fois. C'est fini. Il y a des choses qui ne sont faites que pour être dites une seule fois, c'est comme ça. Et nous sommes tous idiots, persuadés que c'est quelque chose qui peut se répéter, incapables de le garder pour nous, incapables de la boucler, incapables de la fermer. Pourtant, on ne dit pas vraiment « je t'aime » 2 fois. Ces mots performatifs ont tendance à sonner faux si on les a déjà gaspillés une première fois. Alors économisez-les par pitié, fermez-la. Ne vous livrez pas trop, cachez un peu la réalité, taisez-vous pour ne pas trop révéler. Puisque de toute façon, vous ne parlez que pour combler ce que vous pensez, la solution est claire, cessez. Non, laissez les autres faire, il n'est pas utile de parler. Laissez-moi faire, je sais que vous adorez m'écouter. Je vous l'ai déjà dit, j'ouvre ma bouche pour que vous fermiez la vôtre, c'est plus simple comme ça. C'est vrai, je sais tout, et le mieux c'est que je l'exprime bien. Alors faites-moi confiance, ne parlez plus. Je vous le dis, je m'en occupe, c'est ma tâche et je l'accepte. Je me permets de monopoliser la parole et l'attention. Non seulement parce que j'adore ça, le succès, mais aussi parce qu'il est préférable de garder la parole plutôt que de la donner aux cons. Ils ne veulent jamais la rendre. Non, sans rire, ça fait 12 ans qu'il a une émission à Nouna. Ça fait 28 ans qu'il chante, Kanye West. Non, je vous l'ai dit, il vaut mieux que je m'en charge. Je vais parler, décider, choisir. Contentez-vous d'acquiescer et de la fermer. Mes chers jurés, si ce soir, mon argumentaire vous a fait préférer mes adversaires, je dois alors reconnaître que j'aurais certainement mieux fait de me taire. Sur le sujet tragédie musicale, Lou Vienno. Gris. Le ciel est gris, les murs sont gris, le monde est stone. L'eau a perdu de sa clarté, le vert des prairies a déserté. Monopolis est un lieu si vide. Tout le monde a l'air tellement insensible. Dans cette ville, on vit tous dans des souterrains. Tout est partout pareil, pas de soleil, c'en est à vomir. Mais aujourd'hui est encore plus sombre. 0 janvier, un homme dont le programme politique est de bâtir le nouveau monde atomique est élu président de l'Occident. Et le groupe terroriste des Étoiles Noires, seule opposition, est entièrement anéanti. Leur chef sur le point d'être fusillé. Mais dans tout ce désespoir, il ne reste qu'une seule lueur. La bombe que les Étoiles Noires ont réussi à amorcer dans la gigantesque tour de 0 janvier. La bombe explosera dans 5 minutes. Voilà, vous avez maintenant une petite idée de comment s'achève la comédie musicale Starmania. Comédie ? On parle pourtant d'une intrigue pesante, d'une histoire larmoyante, d'un final tragique. Et Starmania est loin d'être la seule comédie musicale dans ce cas. Notre-Dame de Paris, le fantôme de l'opéra. Pourquoi appelle-t-on ces œuvres comédie musicale et non pas tragédie musicale ? Un paradoxe qui en réalité n'en est pas vraiment un, car je prends ici la comédie musicale dans un sens trop restreint,
La comédie n'est pas seulement une œuvre faite pour rire ou pour se moquer. Il s'agit aussi d'une échappatoire. Un moyen de s'extirper de la réalité pour quelques heures, un dernier refuge, un subterfuge temporaire. D'ailleurs, en parlant de temps restreint, je dois me dépêcher. Il ne me reste que 4 minutes avant que la bombe n'explose. Oui, la comédie est un moyen de s'offrir un instant de déni. Et c'est justement pour ça qu'on va voir un spectacle, que l'on va voir une comédie musicale, qu'elle soit tragique ou comique. La musique ouvre un nouvel espace où la réalité ne peut plus nous atteindre. Voilà pourquoi on nous ment. Voilà pourquoi on persiste à nous dire que Starmania est une comédie musicale. On nous ment pour que le subterfuge ne soit pas défait, que la magie ne disparaisse pas. On nous ment pour que l'on sache que lorsqu'on va voir ce spectacle, on va passer un bon moment. Au moins pour les 3 minutes d'une chanson. Vous l'avez sûrement compris, après mon dernier discours et celui-ci, je suis passionné par la comédie musicale. Et lorsqu'on a une passion, on y trouve un réconfort immense. On y gagne l'envie permanente de s'améliorer, même lors des moments les plus déprimants. Une véritable comédie musicale. Mais d'un autre côté, cette passion qui nous procure le plus de joie est aussi ce qui peut nous faire le plus pleurer. Combien de fois ai-je pleuré quand ma mue me faisait sonner comme un fumeur septuagénaire? Combien de fois avons-nous pleuré au moment où le dur choix entre passion et raison s'imposait? Nos tragédies musicales. Joie et tristesse sont 2 émotions grandement liées. On peut trouver du bonheur et du malheur dans une même passion, du confort et de l'inconfort dans un même moment, du bon et du mauvais en une même personne. En 2 minutes seulement, on peut ressentir tant de sentiments différents. Ma question de tout à l'heure, en réalité, ne devrait pas se poser. Cela fait déjà plus d'1 siècle que les dramaturges contemporains se sont rendus compte de la superficialité des notions de comédie et de tragédie, arrêtant tout simplement d'utiliser ces mots. Il n'y a pas de comédie sans une part plus sombre. Il n'y a pas de tragédie sans un brin de lumière. Tragédie, comédie, ces termes sont obsolètes lorsqu'on voit que l'art est fait pour éveiller des mentalités, des sensibilités différentes. Justement, ce qui rend l'art universel. Pourtant, il y a un peu plus d'1 minute, je vous ai raconté la situation à Monopolis. S'il faut de tout pour faire un moment, comment se fait-il que cette ville soit sur le point d'être plongée dans le désespoir de la dictature atomique? La résistance sur le point d'être anéantie. Pourquoi le malheur est-il omniprésent, alors que je viens de vous dire que ce n'était pas réellement possible? Pour 2 raisons. La première est que, comme dit auparavant, il reste une lueur d'espoir. Et la deuxième est que la bombe pourrait bien s'enclencher. 5, 4, 3, 2, 1. 0. La bombe posée par les étoiles noires a fonctionné et la tour de 0 janvier s'effondre dans un gigantesque nuage de fumée. En cet unique instant qui suit la détonation, tout un tas d'émotions se mélangent dans le plus grand des tumultes. Les débris s'amoncellent devant les yeux effarés des témoins. La poussière se soulève et s'envole, faisant croire à l'apocalypse. Sur scène, Marie-Jeanne, la serveuse automate, chante seule. Le monde est stone, regardant s'écrouler ce monde qui ne lui ressemble pas. Dans la salle de spectacle, le public pleure de voir ce moment plein de désespoir teinté d'une mélodie de libération. Il pleure aussi car il sait que c'est bientôt le moment de retourner à la réalité, la fin du déni. Et moi, dans le public, je ressens tout le bonheur que me procure ma passion, tout en me rappelant que j'aurais bien adoré être sur cette scène. Le spectacle vivant, l'art, ne peut pas être résumé à une seule émotion. Chacun peut voir une palette immense de teintes dans un tableau, un nombre gigantesque de nuances dans une musique, une symphonie unique d'interprétation. Alors oui, à Monopolis, tout est gris de prime abord. Mais regardez de plus près. Mais si, venez, regardez, approchez, n'ayez pas peur. Qui sait, vous pourriez peut-être pigmenter la sobriété et l'ennui. Vous pourriez colorer la vie. Vous pouvez teinter la tragédie.
sur le sujet « Sommes-nous condamnés par nos différences ?» Yassine Chaïb. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك إن ضاعت تفنى معاك لو تنساني. Rassurez-moi, je n'ai pas confondu The Voice et Grandiose. Mais sinon, je suppose que vous n'avez rien compris. C'est pas grave. Je répète, mais cette fois-ci, s'il vous plaît, avec moi. Allez, 3, 2 et 1. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك إن ضاعت تفنى معاك لو تنساني. Sachez, mesdames et messieurs, que vous avez chanté la Jérusalem de Fayrouz, artiste libanaise de confession chrétienne. Au cœur des déserts, où le vent murmure des légendes millénaires, se dresse Jérusalem. Ce joyeux immeuble, cette mosaïque vivante où se tissent les fils entrelacés de l'histoire, de la culture et de la foi. Terre promise des Juifs, cité sainte des chrétiens, qibla sacré des musulmans, et le creuset où les cœurs croyants convergent vers la splendeur de l'unicité. Pourtant, derrière la voile de sacralité se dissimulent les stigmates de l'humanité déchirée. Autrefois, Jérusalem était le théâtre des diversités culturelles où harmonie et coexistence étaient maîtres. Mais désormais, hélas, il est devenu le théâtre des atrocités où se jouent des confrontations brutales et des guerres implacables. Les murs de Jérusalem, témoins silencieux des tumultes de l'histoire, portant dans leur sang les cicatrices du temps, les marques indélébiles de siècles d'épouvante. Le conflit israélo-palestinien, une plaie béante dans le tissu de l'humanité, a laissé derrière lui un héritage de souffrance et de destruction gravé dans la pierre de cette ville chargée d'histoire et de tragédie. Ce conflit souligne d'une certaine manière la complexité de la coexistence pacifique entre populations de différentes ethnies. La question se pose, la clé de la paix réside-t-elle dans le regroupement en communautés partageant la même foi, le même temps et la même nationalité? Cependant, affirmer que le monoculturalisme est la solution pour une paix durable est simpliste. Le monde musulman lui-même a été le théâtre des conflits entre différentes populations musulmanes, malgré le principe islamique d'éviter les guerres entre musulmans qui est la fitna. Même au sein de communautés partageant la même langue, couleur de peau, ethnie et nationalité, des guerres civiles ont éclaté. Ainsi, la réalité démontre que la recherche de la paix va au-delà du simple regroupement monoculturel. Revenons à nos moutons. Mesdames et messieurs, il est plutôt comique d'entendre certaines personnes en France, souvent d'extrême droite, prôner l'idée de chasser les émigrés pour garantir la sûreté et la paix sociale. Surtout lorsque notre réflexion démontre que l'instabilité sociale n'attend pas l'arrivée massive des émigrés. Et puis, parlons franchement, déclarer qu'on devrait rester entre Français soulève la question existentielle. Qu'est-ce qu'un Français de nos jours? C'est une véritable casse-tête, mes amis. Une énigme à laquelle même nos moutons auraient du mal à répondre. Cela me rappelle une réponse mémorable du président François Mitterrand lors d'une conférence de presse où il dissertait sur l'identité française. Il déclara avec malice: nous sommes Français. Nos ancêtres, les Gaulois, un peu germains, un peu romains, un peu juifs, un peu italiens, de plus en plus portugais, un peu polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Eh oui, arabes! Le mot qui fait peur, le mot imprononçable. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, je ne suggère pas que vous avez du sang arabe,
Mais c'est Mitterrand lui-même qui a élancé cela lors d'un colloque sur la France et la pluralité de cultures. Cela prouve d'une part que François Mitterrand n'était pas un imbécile. Et d'autre part, que ce dilemme identitaire est une question de réflexion qui ne date pas d'aujourd'hui, mais remonte à presque un demi-siècle, à l'époque de Mitterrand et même avant. Nous avons atteint un point où l'illusion d'une solution durable, reposant sur la cohabitation exclusive avec ses semblables, a été brisée, remettant en question l'idée de la paix éternelle. Je me demande si le problème réside véritablement dans la structure de la société, qui nous conditionne au rejet de l'autre et à la peur de la différence. C'est paradoxal, car c'est cette même société qui nous pousse à croire faussement qu'en restant avec nos semblables, nous trouverons la paix et la sécurité. Pour ma part, je refuse l'idée que l'essence humaine consiste à rejeter l'indifférence et s'assimiler à une communauté basée sur des aspects purement artificiels. Eh oui, artificiels, et plutôt physiques. Je suis marocain. Imaginons si par hasard, une Marocaine s'appelait Yasmine, qui se tient juste devant moi. Mais si nous ne partageons ni les mêmes valeurs, ni les mêmes idées, ni les mêmes principes, ni la même vision du monde, il serait absurde de prétendre que partager les mêmes physiques nous mènerait inévitablement vers une paix éternelle. La diversité de la nature humaine peut se traduire en conflit ou en richesse, que ce soit culturellement, linguistiquement ou autrement. La preuve de l'utilisation de ma différence linguistique comme richesse réside dans le fait que le début de notre conversation n'était pas une chanson de Fayrouz dédiée à Jérusalem, mais plutôt un extrait d'une chanson d'un homme exprimant son amour à son amoureuse, une mélodie que j'ai l'habitude de chanter avec mon père au Maroc. Et finalement, pour Jérusalem, que ce soit en Israël, en Palestine, je dirais et je réaffirmerai, on verra toujours la même lune. Sur le sujet, docteur Joris Renaud. Docteur, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ressentais le besoin de vous parler. Vous savez, le poids du silence devient vite étouffant et venir dans votre cabinet me permet d'échapper à ce quotidien morose. Et quel quotidien! Les médias nous bombardent de nouvelles toujours plus déprimantes. On est assailli par la lutte contre le réchauffement climatique, par l'immigration, l'inflation, la chute du cours des actions. La guerre est sur tous les fronts et si on me mobilise, je vais mourir en premier, je suis incapable de faire une traction. Alors, dans tout ça, grâce à vous, j'arrive à faire le tri entre les informations. J'aime beaucoup mes amis, mais j'en ai tellement, c'est vrai que je n'arrive pas toujours à suivre. Ils sont tellement actifs. Je suis sûr qu'à peine sorti de votre cabinet, à peine enlevé le mode avion, j'aurais déjà reçu des dizaines de notifications. Je sais que c'est l'inconvénient d'avoir autant d'amis sur Internet, mais que voulez-vous? À part sur les réseaux, je ne connais personne. Docteur, j'ai même l'impression que les gens ne me voient pas, ou qu'ils me fuient. À force de vivre seul, j'ai commencé à ressentir le besoin de parler, mais ce lien, je n'arrive pas à le créer. Les gens seuls n'ont pas pour vocation de le rester. Quiconque ayant testé peut en attester. La solitude est une plaie. Elle prive des codes, des normes, elle rend la maison toujours plus accueillante, les ruelles toujours plus effrayantes. Pour échapper à ma propre cohabitation permanente, j'ai vu en Internet l'opportunité de remonter la pente. Je passe toujours plus de temps chez moi, mais j'ai des amis, je crois.
De toute façon, je sais que j'ai toujours été bizarre. Enfin, différent des autres. Maman ne voyait pas de monstre sous mon lit. Papa ne voyait pas non plus le facteur caché dans l'armoire. Face à l'ampleur de mes incertitudes, je ne sais plus vraiment ce que je suis censé croire. Je suis spectateur d'un monde dont j'ai de plus en plus de mal à comprendre les codes. Je suis pris de vertige quand j'essaie de m'intégrer, mais à force d'être seul, je crois que je commence à perdre pied avec la réalité. Tandis que je n'ai personne avec qui partager mon avis, je compte les jours qui séparent les mercredis. Alors que notre séance touche à sa fin, je me surprends à rêver de la prochaine. Docteur, je crois que vous êtes mon seul ami. Docteur, je suis tombé amoureux. J'ai découvert l'amour avec un grand A. Celui qui vous fait chavirer, qui vous emporte. De toutes mes émotions, je crois que c'est la plus forte. La tristesse disparaît dès que l'amour passe la porte. Même mon avis d'expulsion n'est plus qu'une feuille morte. Elle habite loin. Miami. Mais si vous saviez, la distance n'a jamais été un souci. Je sais tout d'elle. Le nom de ses parents, sa couleur préférée, la race de son chien, la taille de son bonnet, tout. Il ne manque plus qu'elle me réponde sur Instagram pour que je fonce la voir. Je sais qu'elle ne va pas tarder à me répondre. Comme elle a beaucoup d'abonnés, j'ai maximisé mes chances. Je lui ai envoyé un mot d'amour sur LinkedIn, Snapchat, Twitter, mail. J'ai même trouvé son adresse pour lui envoyer une lettre. J'ai pensé à tout. Je suis le mari parfait, que voulez-vous? Internet, c'est merveilleux. Au moindre problème, il a la solution. C'est le parachèvement de notre évolution. Il m'éclaire sur la manipulation. Il me pousse à l'action. Il vient de me sortir de ma claustration. Depuis des années, je me sens seul. Et voilà que grâce à Internet, j'ai trouvé la femme de ma vie. Je n'ai jamais été aussi proche de me marier. La solitude est une plaie. À force d'être seul, les gens ont parfois des pulsions étranges. Quand la frustration de ne pas réussir à créer du lien atteint des sommets, les gens se croient capables d'actions qu'ils ne sont pas censés commettre. Enfin, pour moi, c'est fini, vous n'avez pas pu l'omettre. Peut-être qu'à la prochaine séance, nous serons déjà mariés. Docteur, savez-vous que l'amour est un crime ? Oh, vous allez peut-être être aussi choqué que moi, mais je suis la victime d'une plainte pour harcèlement. Moi, mon excès d'amour est punissable par la loi. Qui dicte la loi ? Oh, je sais depuis bien longtemps que les honnêtes citoyens ont perdu le contrôle de ce qui se passe là-haut, mais la corruption a lentement contaminé le reste de la société. Docteur, je risque la prison ou l'hôpital psychiatrique. Non. Il s'agit de résister, de ne pas se laisser piétiner parce que les moutons se sont désistés. Plus jamais je ne les laisserai décider à ma place, ils ne pourront pas m'enfermer. J'effacerai mes traces, je ne mérite pas d'être interné. De la peur, je tire ma force, ces derniers temps, j'ai bien du mal à respirer. La mafia dicte les codes, la dictature est à la mode. Les dirigeants nous crèvent, imposent des quotas à la morgue. Notre vie baigne dans le mensonge, la seule délivrance sera la mort. Docteur, je crois que je perds pied. Nos discussions sont tout ce qu'il me reste de la réalité. Mon existence est insignifiante en société. Internet me dépossède, je passe mon temps, je suis dépassé. Je vous apprécie, mais vous n'êtes pas assez pour me sauver. Ce monde est condamné. Je n'ai plus aucune envie d'y rester. Je crois que je ne manquerai à personne. De toute façon, je n'ai jamais vraiment existé. Docteur, vous m'entendez ? Et pour conclure cette soirée, sur le sujet « Comptez sur moi », Lisa Aupetit.
Et c'est à ce moment-là que toute la soupe m'est sortie par le nez. Vendredi soir, au téléphone, tu me racontes comment ton date a tourné au cauchemar. Quand, en prise d'un fou rire, l'intégralité de ton repas t'est ressortie par les narines. Alors oui, tu sanglotes à l'idée que pour elle, tu seras à jamais Miss Geyser de potage. Mais ne crains rien, car je suis en ligne, je t'écoute et tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Ça résonne. Combien de fois je l'ai entendue, cette phrase ? Déjà petite, on comptait sur moi pour être la première à l'école. Je l'avais compris, pour rendre fière ma famille, il fallait jouer le jeu de la méritocratie. J'étais portée par des rêves de mérite et d'égalité avant de comprendre que les lignes de départ prenaient quelques libertés. Mais relativisez, voyons, l'effort ne rend-il pas la réussite encore plus savoureuse ? Alors, ne me concentrant que sur ma route, j'ai ignoré les chevilles foulées, les jambes cassées, mes adversaires résignés, épuisés, et j'ai réussi, j'y suis arrivée. Vous comptiez sur moi, les jeux sont faits. C'est essoufflée et pleine de confusion qu'adolescente, je quitte la maison. Déterminée à étudier, je suis pleine d'espoir. Travailler, me démener, me surpasser. Les allers-retours en train sont trop nombreux pour être comptés. Le travail s'accumule, vais-je y arriver ? Chaque détail de ma vie est maintenant chronométré. Plus le temps de manger, plus le temps de se reposer. Parfois, pour tenir, je m'enfile l'équivalent d'un buffet. Mais trop lourd à digérer, il me faut l'évacuer pour rester au top de mes capacités. Alors, pas de temps à perdre, je me jette au-dessus de l'évier. Il compte sur moi. Il me faut rentabiliser la confiance de mes proches. Aurait-il fait le mauvais investissement ? Cette phrase résonne dans mon crâne. Courage, Lisa, on compte sur toi. Mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Ça a toujours été mon truc, ça a toujours été facile, alors pourquoi j'y arrive plus ? Allez, Lisa, fous-toi un coup de pied au cul. Le poids devient trop lourd à porter. Je dois tout contrôler, car les autres ont confiance en moi. Je suis une mathématicienne qui compte les secondes. Je suis une businesswoman du temps. Chaque moment de ma journée est millimétré, car on compte sur moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Je dois présenter des résultats. Je cours après chaque minute. Pour ne décevoir personne, je jongle entre rendez-vous et responsabilité. Qu'ils se bougent, les scientifiques, mais qu'ils sont longs à l'inventer, cette machine à se téléporter. Les ondes comptent sur moi. Ils comptent. On me compte. La société a fait de moi un chiffre. Je suis un 16 en histoire, un 11 en français. Je suis classée et chaque échec me donne l'impression de démériter. Je suis un RIB. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient pitié, c'est FR 7614 pour la charité. Je suis 11 03 05. Je suis 06 51 22 72 87. Je suis un 6,5 ou un 7. Ouais, disons que ça se laisse baiser. Dossier 1882, à votre tour de passer. Je me sens jugée. Dans la rue, je me sens épiée. Pour le reste de la société, je suis qu'un amas de données. Comptez-moi. 1m63, 75 kilos, 6915 jours, en bref 18 années. Est-ce seulement à travers ces chiffres que j'existe ? Mais pourquoi je me plains ? Je devrais être heureuse d'emporter pour les gens. Compte-t-elle encore la retraiter ? Les rides apparaissent au fur et à mesure que sa propre famille la délaisse. Seule dans son appart, son unique échappatoire, c'est la télé. C'est pas parce qu'elle est sourde qu'elle l'a fait gueuler, hein, mais peut-être parce que le voisin qui vient sonner pour râler, ce sera sa seule distraction de la journée. Compte-t-il encore les sans-foyer ? Ignorés au point de même plus pouvoir être considérés comme un poids pour la société ? Vous pensez qu'ils comptent encore sur nous ? Non. Tout ce qu'ils espèrent, c'est un bon repas chaud. Et tous ceux qui chaque jour se butent à la tâche pour ne rien obtenir dans la récolte. Et après, vous vous étonnez que les vents portent la révolte, mais laissez-moi vous dire que quand la terre que vous foulez est labourée par des molaires, vous devriez comprendre les raisons des colères. Alors, on proteste, on s'entête, on manifeste. Avril 2023, le 17,
Vous allez me faire croire que vous ne les avez pas entendus manifester contre la réforme des retraites? Il faut croire que certains comptent plus que d'autres. Il faut croire qu'on ne peut pas compter sur tout le monde, qu'il faut se résigner. Bon, très bien, vous êtes aveugle à nos signes de contestation, mais on espère que vous ne serez pas sourds à nos messages. Ah, si. L'art est mort, même à Sciences Po, car la décence ne fait pas de cadeaux. La censure devient l'outil pour dissimuler le problématique sous le tapis. Mais soulevez-le, ce bout de textile, et vous y trouverez un véritable festin. Un peu plus tous les jours, c'est une froide vérité qui vient m'enlacer. La contestation ne compte plus. Qu'on hurle, qu'on supplie, qu'on désobéisse, ou bien même qu'on vote. Faudrait-il vivre d'une manière rangée, en attendant la mort, comme une fin logique? On finit tellement sûr d'échouer qu'au final, on n'essaye même plus, et c'était peut-être ça leur but. Mais ne comptez pas sur moi pour entrer dans cet engrenage. Ma voix, je la prêterai à tous ceux qui ne peuvent pas parler. À travers mes mots, je vous veux de nouveau vous sentir exister. Aucun être ne me fera taire. Alors, je vous ferai écouter notre colère. Je pense qu'on peut chaleureusement remercier encore une fois nos 8 finalistes qui viennent de passer. Nos jurys vont se retirer pour délibérer d'ici à peu près 30 minutes et vous pouvez, si vous voulez, sortir, mais partez pas trop loin parce que ça vaut le coup de voir ce qui va se passer. Merci. Les rires, les pleurs, l'aventure, Le panache. ce soir, tapis dans la pénombre et sur la scène, bien des émotions se sont glissées dans cette salle. Pourtant, jamais elles n'auraient vu le jour sans vous, chers spectateurs, et surtout sans vous, chers orateurs. Alors, au nom de l'association Les Tribuns de Saint-Germain, nous tenions à vous adresser un immense merci et un gigantesque bravo. Merci d'être venu assister à cette finale. Merci d'être au rendez-vous de cet événement qui consacre l'éloquence et par-dessus tout notre volonté de la démocratiser. Grandiose, c'est une aventure qui est née l'année dernière. Un projet assez ambitieux, l'un de nos 2 plus gros événements de cette année. Nous tenions à grandement remercier notre partenaire, le bowling Moufetard, sans qui rien n'aurait été possible ce soir. Ils nous ont fait confiance et sans eux, les prix du concours n'auraient jamais pu voir le jour. Surtout, un merci grandiose pour notre jury qui a généreusement accepté de venir juger nos 8 finalistes ce soir. Monsieur Péricard, Madame Pouzireff, Madame Caillebotte, Monsieur Ziri et Madame Renaud. Merci de nous faire l'honneur de votre présence parmi nous ce soir. Merci à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, à la mairie de Saint-Germain et à la salle Jacques Tati de nous prêter ce lieu sans lequel la soirée n'aurait pas été aussi belle. Merci à Clément Pasquet pour les photographies de cette soirée, à Thomas Bouvard pour la captation vidéo, à Patrice Berton-Siliv, notre régisseur pour ce soir. Et enfin, merci à Monsieur Hippolyte Blanc, Péric Berlener, Jules Droutman, Victor Védrine, et à Jules Gourlin, ainsi qu'à l'ensemble du bureau des Tribuns pour l'organisation de Grandiose 2024. Pour cette 2e édition, nous tenions à marcher dans les pas de la première et pourquoi pas atteindre des sommets encore plus hauts. Que nous ayons réussi ou non n'a en réalité aucune importance, car ce soir, la joie dans vos regards nous suffit. Oui, ça n'a pas été simple, oui, il y a eu pas mal de galères depuis cette première réunion où il a fallu s'attaquer à ce projet monstre. Oui, il y a eu des couacs dans la com, mais nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Alors merci. Merci aux orateurs, mais pas seulement à ceux de la finale. Merci aux 35 participants qui ont osé prendre la parole les 6 et le 7 février. Vous avez eu le courage de vous lever, de faire vos discours devant un large public. Sachez que, du début à la fin, vous avez tous et toutes
était grandiose. Ce soir, après notre interminable discours de remerciement, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et sachez qu'en ce lendemain de Saint-Valentin, vous avez toutes et tous conquis nos cœurs. Parfois, il suffit d'oser pour faire un peu de prose. Merci d'avoir fait vivre Grandiose. Maintenant, chers spectateurs, place au résultat. Nous appelons le jury à venir se rendre sur scène, nous rejoindre. Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à toutes. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit, monsieur le maire, qui me fait penser au cinéma de ma jeunesse et dire à quoi ressemblait ma jeunesse. Bon, enfin, passons. Donc, nous avons le redoutable privilège de vous livrer le produit de nos cogitations pour... D'accord. Pour désigner, exactement, pour désigner les lauréats et lauréates de cette belle soirée. Alors, à la suite de ce qui vient de vous être dit, je ne parlerai pas en prose, même si c'est une musique absolument magnifique. D'abord, je voudrais vous remercier. Je pense qu'on l'a, mes collègues de ce soir, vous le diront également. Vous remercier les, on les voit plus tellement, les candidats de ce soir. C'était vraiment de belles musiques, de beaux mots, du travail. Et puis, effectivement, cette façon d'oser se présenter devant un public, même si on voit bien que certains ou certaines d'entre vous adorent ça, en fait. Donc, c'est très intéressant. S'il y en a qui veulent être magistrats, je prends les noms à la sortie, on va régler ça. L'éloquence, moi je voudrais juste vous dire quelque chose. Un procureur de la République, ça parle. D'ailleurs, on appelle ça la magistrature debout parce que lorsqu'on s'exprime, on se met debout. D'abord, c'est beaucoup plus facile. On a la cage thoracique ouverte, on est à l'aise, les bras s'envolent partout, c'est plus facile. Mais l'éloquence qu'on utilise et que j'utilise dans mon quotidien, c'est une éloquence de démonstration, une éloquence de conviction. Ça n'est pas forcément très joli, ça n'est pas forcément très poétique, ça n'est pas forcément très mélodieux, ça peut être très cru. C'est toujours en tout cas honnête. Et j'ai entendu aussi ce souci d'honnêteté, de sincérité qui vous était demandé tout à l'heure. Et j'ai été très très sensible à ça. Donc ce soir, il y avait de la place pour autre chose. Et la beauté dans vos genres très très différents dont vous nous avez entourés ce soir était vraiment très agréable. Donc c'est vraiment une belle soirée dont vous nous avez fait profiter. Maintenant, on arrête de rigoler. Finalement, j'ai un peu fait des rails, je suis assez contente. C'est assez entraînant. Alors, on nous a demandé de décider de 3 lauréats. Vous êtes 8, donc il y aura 3... C'est ça, hein, c'est OK. Et de commencer par le ou la 3e. Et donc, c'est ce que je me propose de faire à l'instant. Nous avions donc élu comme 3e lauréat de ce concours Amine Belkaïd pour La Vallée. Je vous embrasse, moi. Oui, d'accord. Bravo. Alors, j'annonce de façon un peu sèche. Vous voulez que les membres du jury commentent un peu nos... On continue. Le 2e lauréat de cette soirée est une lauréate. Il s'agit de Lisa Saint-Lébé. Et donc, nous arrivons au moment fatidique du gagnant ou de la gagnante de cette magnifique soirée. Et donc, j'appelle Joris Renaud.
très drôle. Merci beaucoup. Est-ce- au suivant. C'est fini? Bon. En principe, c'est le lauréat qui fait un discours maintenant, non? Non. Ça, c'est de l'impro, oui. Et c'est pour ça que je vais beaucoup plus bégayer que pendant mon discours. Merci à tous d'être venus. C'était une expérience très, très stressante et angoissante. Je me sens un peu drogué là par l'adrénaline. Mais merci à tous d'être venus. Merci à Luna qui m'a beaucoup aidé à écrire mon texte. Bravo. Et merci au tribun, merci au jury, merci à ma mère qui est venue mais qui n'est plus là. Mais je lui envoie un message et elle va être très contente. Merci beaucoup. On va appeler tous les finalistes à venir nous rejoindre sur scène pour une photo finish. Donc venez. Regarde.